Amis tireurs, bonjour. Je vous ai présenté il y a quelques semaines un tout petit pistolet. C'était le Beretta A21 Bob 4 en 22 chambré en 22 long rifle. Et bon, c'est assez intéressant dans le sens où au niveau dimension, on est vraiment dans du tout petit. Donc là, on était en 22 long rifle avec le principe justement du canon basculant. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est un petit modèle un peu historique, puisque c'est le modèle créé par Manufrance dans les années 1914. Donc ensuite, vous verrez après la vidéo de ce modèle-là, je vous donne des explications sur justement les documents d'époque. Et ce petit pistolet a quand même quelques petites particularités intéressantes. Plus petit que le Beretta, hein, c'est-à-dire que en longueur, on est à 111, 125 sur le Beretta, et en hauteur, on est à 84, là on est à 95, et en épaisseur on est encore plus fin puisqu'on a 23,5 au lieu de 28. Donc on est vraiment dans le tout petit. C'est le modèle de poche de chez Manufrance qui a commencé, qui est apparu en 1914 sur le tarif album, ça s'appelait comme ça à l'époque, le catalogue Manufrance tarif album de 1914, et il était chambré en 635, hein, 25 ACP. Donc la toute petite munition en fait, hein, puisque là on se retrouve quand même avec ce qui se fait de plus petit au niveau munition. Quand je dis ce qui se fait de plus petit, c'est que c'est en munition à percussion centrale, hein, puisque la 22 long rifle, la bosquette ou la short est en percussion annulaire. Ici, on est en percussion centrale, ce qui veut dire qu'à la limite, on peut recharger. Bon, après, recharger ce type de munitions, c'est vrai que j'essaierai peut-être, mais c'est quand même, on est quand même dans du tout petit, hein, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà un peu ce que ça donne par rapport à la 22 long rifle, hein. C'est vraiment des dimensions, quand on regarde un petit peu par rapport à une 22, donc bon voilà, on est quand même, au niveau dimension, c'est quand même tout petit. On a, comme sur le petit Beretta au niveau du chargeur, ici, alors il y a une particularité sur ce modèle-là que l'on n'a pas sur le Beretta, c'est qu'en fait, bon, on a le canon basculant bien évidemment, mais le canon basculant, donc on peut le basculer grâce à cette petite clé ici, ou alors, lorsque l'on enlève le chargeur, et ben automatiquement le canon bascule. Hein, c'est une sécurité. C'est d'ailleurs sur cette sécurité-là que Manufrance insiste, hein, parce qu'on n'a rien, on n'a pas de sécurité comme sur le Beretta. Là, on n'a aucune sécurité. La culasse n'est pas striée ici non plus. Donc c'est vraiment le tout petit modèle de poche des années 1914, avec une particularité, c'est qu'on est en double action, hein, direct, hein, on n'a pas de simple action là-dessus, hein, c'est-à-dire que quand on presse sur la détente, eh ben, on tend le percuteur et on le relâche à un moment. Donc là, on est vraiment dans un système double action. Ce qui voulait dire que ça, c'était aussi un argument de Manufrance. On peut l'utiliser comme un revolver, c'est-à-dire qu'une fois que le chargeur est en place et qu'on a une munition dans le canon, il ne reste plus qu'à appuyer sur la détente. Alors,
Ce petit modèle, vous le verrez tout à l'heure quand je reprendrai sur le catalogue, c'est le modèle 802 en fait, hein, puisqu'on il y avait plusieurs types de finitions. Hein. Ça c'est le modèle 802 en fait. Hein. Il y a le 808 qui a une finition un peu particulière avec le ponté qui est poli, il y a quelques gravures qui apparaissent. Là, on a Manufacture Saint-Étienne, le numéro de l'arme qui est ici, 802, les initiales Manu France, ici, hein, avec une couronne de laurier. Donc, c'est vraiment dépouillé au maximum. Et ça reste une arme qui est quand même très très sympathique. Alors bon, au niveau du démontage et de l'entretien, c'est très très simple en fait, hein, puisque en basculant le canon complètement, on lève ici la culasse et ensuite il ne reste plus qu'à sortir la culasse là. Voilà. Et on a accès très très facilement ici à tous les éléments, à toutes les pièces pour faire le nettoyage. Donc vraiment quelque chose de très très sobre, très très simple, qui justement fait partie un petit peu de toutes ces armes que Manu France a développées au début du XXe siècle. Et vous verrez sur la suite de la vidéo un petit peu l'histoire de ce pistolet-là. Donc celui-là, c'est le modèle de poche. Vous avez un autre modèle, qui est le modèle Policeman. Et un modèle en 765, 35 ACP, 32 ACP, pardon. Donc voilà, les deux modèles Manu France, avec un modèle ensuite 9 mm, mais ça, vous verrez l'explication sur la suite de la vidéo. Sur la vidéo qui suivra ensuite, je ferai des essais, ça je vous en parle dans le complément. Hein. Je ferai des essais parce que les Manu France, quand ils vendaient leurs armes, ils expliquaient un petit peu les pénétrations que l'on pouvait faire, que ce soit aussi bien avec du 6,35 qu'avec du 7,65. En utilisant des planches de sapin de 20 mm, espacées de 30 mm, et regarder un petit peu ce que ça donnait. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc, celui-là, je voulais quand même vous le montrer, parce que je le trouve très très sympa. Petite pièce historique, mais en plus... Manu France avait à l'époque vraiment essayé de trouver un système le plus simple possible, parce que ça faisait appel au grand public, c'était ce qu'on appelait au départ des armes de défense, hein, c'est-à-dire que en fait vous aviez ça dans la voiture, à la maison, et en 6,35. Alors le 6,35 paraît un petit peu dérisoire, hein, au niveau calibre, et finalement, vous verrez que au niveau performance, on arrive quand même à des choses assez intéressantes. Hein. Voilà, donc on va, sur la suite de la vidéo, je vais vous parler un peu d'histoire de ce petit pistolet avec justement des informations qui sont reprises directement sur le catalogue, sur un catalogue Manu France des années 50. Voilà, donc là en fait je reviens sur le catalogue Manu France, hein, le fameux catalogue, le fameux plutôt tarif album de 1950, pour vous présenter les 3 pistolets qui ont été développés par Manu France. Enfin, c'est pas les seuls modèles, hein. Il y a eu d'autres modèles beaucoup plus anciens. Là, je vous parle des plus récents, en 6,35 et en 7,65. Le modèle de poche que je vous ai présenté juste avant, le modèle Policeman, qui est exactement le même que le modèle de poche, à part qu'on a un canon ici qui fait 2 cm de plus. On a une molette à l'arrière, une petite bague filetée qui permet de protéger le percuteur. Et en dessous, on a une petite bague aussi qui permet d'agripper le chargeur, mais surtout de mettre en position une munition. C'est la munition qui va aller dans le canon. Quand vous allez armer votre pistolet, vous mettez votre munition, vous fermez votre canon et votre pistolet est armé. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la détente.
Là, le modèle en 7,65, alors qui est assez intéressant, qui commence à avoir des formes qui sont un petit peu différentes des deux autres et qui tend à ressembler un peu au Lugère. Bon, il a quelques bricoles ici, il a le tonnerre qui est travaillé ici. Celui-là, je vous le présenterai sur une prochaine vidéo. Là, vous avez sur la page 61 la coupe des deux, du Porsche et du Policeman. On voit bien que c'est exactement les deux mêmes armes, à part la longueur du canon qui change, qui fait 2 cm de plus ici, la bague que je vous parlais, et l'autre ici. Donc on les retrouve là et là, hein, ces 3 pièces qui sont les pièces du Policeman. Et là, vous avez le 7,65 qui est un tout petit peu différent ici. Donc ça, on le verra en prochaine vidéo. Là, voilà, on arrive sur le modèle de poche, celui que je vous ai présenté, et voilà comment il apparaissait en 1950 sur le tarif album. Donc, c'est le numéro 802, c'est celui que je vous ai présenté. Le 808 étant légèrement mieux fini, on a le ponté qui est poli, des légères gravures, et il vaut 530 plus. Donc 5000 francs, ce qui correspondait à peu près à un demi-salaire à l'époque, hein, ça tournait autour de 70 francs de l'heure, le taux horaire, sachant qu'on n'était pas à 35, mais on était plutôt à 40-45. Donc bon, ça fait à peu près un demi-salaire pour le modèle de base. Alors, on a sur la page 63 les formalités, donc là je vais y aller après parce que je vais vous montrer quand même ce qui est assez intéressant, et quand je vous parle de légitime défense, on est en plein dedans. Là on a les essais de pénétration de la balle en 6,35 du modèle de poche à 10 mètres de la bouche du canon. La balle traverse 2 planches et demie de sapin de 20 mm d'épaisseur, distante de l'autre de 30 mm. Donc ça, c'est des essais que je vais reproduire sur une prochaine vidéo. Je vais utiliser exactement la même présentation qui a été faite à l'époque dans du sapin. J'essaierai aussi dans de la tôle, et j'essaierai avec les 3 calibres, le 22 Lanif pour comparer avec les 2 autres, et surtout le 6,35 et le 7,65. Ensuite, on a les dimensions du pistolet. Alors là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus court que le petit Beretta 21 à Bobcat, hein, puisque là on est à 111 alors que lui est à 125, la hauteur 84, lui et le Beretta 95, l'épaisseur 23,5, Beretta 28, ça ne change pas. Là il précise le nombre de rayures, 6, et le poids du pistolet 300 et 340 grammes avec les 8 cartouches. Donc là, en fait, effectivement, on se retrouve quand même avec un pistolet qui est encore plus petit que le tout petit Beretta que je vous ai montré. Après, on parle de la munition ici. Il nous parle de la munition, longueur de cartouche 22,8 mm, diamètre de la douille 7 mm, balle 6,35, poids de la cartouche 5,20 g, poids poudre sans fumée 0,10 g. Donc là, c'est ce qu'on retrouve comme poids sur les tables Vectan et René Malfatti, 3,25 g pour l'ogive et vitesse initiale 210. Voilà, munition en 6,35 qu'il propose. La cartouche, la boîte de cartouche de 25 est 425 francs. Et là on arrive sur une image qui est assez intéressante, parce que c'est pour ça que je vous parlais de légitime défense au départ, hein, mais là on se retrouve avec un couple qui est apparemment dans sa chambre à coucher, et surpris par le bruit de nuit avec la pleine lune ici. L'homme est en peignoir, la femme est en chemise de nuit, et vous avez deux types qui courent au fond du jardin en sautant le mur, et le mari équipé de son 6,35 vide le chargeur, en gros. Enfin, c'est pas expliqué dans l'image, mais on n'en est pas loin. Donc, ce qui veut dire que ici, à partir du moment où vous avez une image comme ça sur une page de catalogue, si vous tirez sur le type, je le vois mal aller porter plainte, parce que là vous êtes en légitime défense. J'appelle pas ça autrement. Vous passez au tribunal et vous amenez la page du tarif album de Manu France et vous dites voilà, j'ai acheté ce pistolet, j'ai rempli toutes les conditions de la page 63, je n'ai même pas acheté à crédit, j'ai payé cash. Moi j'ai regardé ça, je me suis dit, s'il y a des types qui viennent pour me cambrioler et qui sautent le mur, j'ai le droit de leur tirer dessus.
Donc voilà pourquoi je parlais de légitime défense tout à l'heure, mais là on est en 1950, donc il faut revenir 67 ans en arrière. Mais bon, ces pages parlent d'elles-mêmes. Là on a le type policeman, donc bon, il n'y a pas grand chose qui diffère, à part que comme on a un canon plus long, ben, il y a une vitesse qui est plus rapide, hein, de 225, donc on a une quantité de planches ici qui est de 3,5 en fait, hein, on va jusqu'à 70 mm de sapin traversé, donc là il y a les dimensions de l'arme, et là on a une image qui est un peu plus logique, hein, puisqu'on a deux policiers qui sont équipés de deux pistolets avec un vélo, c'est enfin, à mon avis l'hirondelle de Manu France, mais et les deux types, alors c'est peut-être pas les mêmes, mais qui se sont fait gauler en flag. Donc l'image s'explique, enfin je veux dire, il n'y a pas trop de... là-dessus on ne peut pas trop en parler. Et alors par contre les formalités obligatoires à remplir pour l'achat d'un de nos pistolets de défense, donc c'est bien précisé encore, on est dans la défense, hein, donc en défense et légitime défense, ça va pas loin. Et les munitions correspondantes, donc ça c'est le décret du 18 avril et du 14 août 1939, donc là on est 15 jours, un peu plus de 15 jours avant la déclaration de guerre de la France contre l'Allemagne, puisque c'est le 3 septembre 1939, hein, donc ça a été modifié juste avant, est-ce que ça a un rapport, je ne sais pas, mais certainement. Donc il fallait l'acte de naissance, le certificat de domicile et d'un extrait de son casier judiciaire. Est-ce qu'on avait l'intention d'armer, ce que je veux dire, est-ce qu'on avait l'intention d'armer la population française, et d'une déclaration écrite et signée indiquant les armes et munitions que l'on possède déjà. Donc voilà, les pièces c'était d'une simplicité, enfin, je veux dire, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui quand on demande une détention, on se rend compte, et en plus la différence avec ça, si vous voulez, c'est que là l'arme vous appartenait, c'est-à-dire que vous achetiez l'arme 5750 francs, quitte à la payer à crédit, mais l'arme vous appartenait. Aujourd'hui, vous êtes juste détenteur provisoire d'une arme, c'est-à-dire qu'avec une détention de catégorie B pour une arme de catégorie B, vous êtes propriétaire de l'arme tant que vous avez la détention. Le jour où vous n'avez plus de détention, ou même le jour de votre décès, eh ben, les armes elles repartent en armurerie immédiatement. Donc vous n'êtes jamais propriétaire de l'arme, catégorie B. Et catégorie C aussi, si jamais il y a, bon, vous êtes propriétaire normalement à vie, mais si vous avez un défaut sur vos détentions, sur une détention en particulier, si jamais vous passez les dates et que vous laissez traîner, à ce moment-là, on peut vous retirer aussi bien les armes de catégorie B que les armes de catégorie C. Ça arrive de temps en temps. Moi, ça m'est enfin, c'est arrivé à un collègue tireur qui s'est retrouvé en armurerie en ramenant toutes ses armes, que ce soit du B ou que ce soit du C. Alors là, bon, soit vous avez un armurier honnête, soit le gars il va vous massacrer, parce que les prix, il sait très bien que de toute façon vous avez 2 mois pour renvoyer les certificats en préfecture. Donc là, il fallait se présenter au commissariat de son quartier ou au commandant de brigade de la gendarmerie de la résidence, faire la déclaration que l'on désire acheter un pistolet de défense et demander un récépissé de cette déclaration. Nous envoyer ensuite ce récépissé avec la commande du pistolet. Bon, après les textes c'est pour les militaires. Donc là, on voit très bien la simplicité en fait pour acquérir une arme à cette époque-là. Sachant que ces armes ont été dans la nature pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de résistants les ont utilisées. Là on passe au 7,65. Alors le 7,65, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vous le présenterai plus tard. Simplement on retrouve ici les essais de pénétration. Bon, on est à 4 mètres, non plus à 10. Par contre, on est à 5-6 planches de sapin de 20 mm. Même si on prend 5, ça fait quand même 100 mm de sapin. C'est quand même pas négligeable. Comme quoi, le 7,65, il faut quand même faire attention. Dimension du pistolet, la cartouche ici. Renseignement balistique, 275 mètres de vitesse initiale, donc quand même plus rapide. Et là, ils mettent une force 18 km. Pénétration à 25 mètres, 80 mm de sapin traversé à 25 mètres, donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. Et là on se retrouve alors encore ici avec une fameuse image assez intéressante, hein, c'est-à-dire on a bon, deux types là qui sont en panne de voiture apparemment, hein, un peu bourgeois avec le chapeau,
de nuit, toujours de nuit, phare allumé, et puis deux types qui courent au fond, on ne fait pas trop, c'est peut-être aux champignons, ils ont rattrapé parce qu'ils sont en panne. Et là on a le type là qui a le chapeau, qui sort le 765 et qui allume copieusement. Donc là pareil, vous êtes propriétaire d'une voiture ou d'une villa, vraiment dans la légitime défense. Après, bon, ça c'est la page sur les munitions, hein, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, ça part de la bosquette en passant par la veine de l'enrive, ça monte jusqu'à 6 mm Vélodog, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et là, je vous ai mis simplement cette petite gravure à la fin parce que, il fallait juste donner un exemple, mais le dimanche 29 mars 1914, Mme Caillot, femme du ministre des Finances, tue à coups de revolver. Bon, ça c'est un pistolet, en fait c'est un Browning en 765. Monsieur Calmette, directeur du Figaro. Bon, c'est pas une histoire de querelle politique, hein, c'est une histoire de fesses, de maîtresse, et lui allait dévoiler tout un truc. Bon, simplement il n'y a que deux balles qui le touchent, mais il y meurt parce qu'il a une hémorragie qui est mal placée, et les secours tardent à arriver, et Mme Caillot sera amnistiée, non pas amnistiée, mais jugée non coupable, parce qu'on va rechercher chez M. Calmette des histoires avec les Allemands, parce qu'on est le 24 mars 1914, juste avant des débuts de la Première Guerre mondiale, donc bon. Ça c'est juste pour l'anecdote, mais c'est pour préciser que le 765, ça rigole pas non plus quand même. Alors la dernière page, en fait, elle parle du pistolet Le Français type armé. Donc ça c'est une page de catalogue de 1931, on est bien avant, et c'est du 9 mm, hein, c'est le fameux 9 mm Manufrance type armé, qui a eu énormément de soucis au départ de conception, et beaucoup d'armes sont reparties aux ateliers, des essais ont été faits, des modifications. Alors ça je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai eu la chance de découvrir un blog d'un expert en armes, c'est monsieur Stéphane Rivoire, et je lui ai demandé justement l'autorisation de parler de son blog, parce que je trouve que sur ce blog-là, vous verrez, lisez-le attentivement, c'est très intéressant, en particulier sur ce modèle-là, mais il y a d'autres informations passionnantes, et voilà, le blog, donc je vous le mets ici, en fait, hein, c'est monsieur Stéphane Rivoire, expertarmes.wordpress.com, et là vous verrez, c'est quand même très détaillé, et je le remercie, je l'ai eu au téléphone, je le remercie de m'avoir autorisé de parler de son blog, parce que là-dessus on retrouve, pour les passionnés, c'est vraiment magnifique. Donc en fait ce pistolet-là, dans les années 1933, il commence à disparaître des catalogues parce que trop de problèmes, et puis après l'armée a fait un autre choix et sur une autre manufacture et d'autres arsenaux, et du coup il disparaît complètement. Mais il y a une chose qui est très intéressante aussi sur cette gravure-là, donc sur cette page de 1931 du tarif album, c'est justement cette fameuse phrase ici, hein, je reviens sur ce que je vous ai lu tout à l'heure, le pistolet automatique Le Français type armé est une arme dont la vue seule impose le respect. Alors bon, ça jusqu'à présent tout est d'accord, on est bien d'accord avec ça. En dehors de son emploi dans l'armée, il convient aussi admirablement pour les gardes, les gendarmes, les policiers, les douaniers, les gardiens de propriété, les veilleurs de nuit. Ça paraît logique que ces gens-là soient armés. Et ensuite, alors là on continue, c'est quand même assez extraordinaire, virgule, les colons. Bon, donc si vous aviez... bon, on va pas s'étendre là-dessus, hein, parce que ça remonte en surface de façon stupide en ce moment, avec des déclarations qui sont faites par un candidat. Enfin, pourquoi pas parler des Indiens d'Amérique, ou pourquoi pas parler non plus des Incas avec les Espagnols et les Portugais. Enfin bon, c'est n'importe quoi.
Les explorateurs, bon, ça a un petit peu disparu. Les propriétaires d'automobiles, de villas. Alors bon, si vous aviez une villa avec une voiture et que vous habitiez à Oran, c'était l'arme qu'il vous fallait en fait, etc. En un mot, à tous ceux qui peuvent avoir besoin d'une véritable arme de défense de grande puissance. Donc là, on est bien, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, mais on est vraiment bien dans la défense, quoi. Légitime défense, c'est clair, clairement précisé là-dessus. Voilà. Donc, bon, pour terminer là-dessus, moi je vais faire des essais, je vais faire des essais avec du 6,35 et du 7,65, celui-là je vous le présenterai, des essais de pénétration, comme c'est précisé sur le catalogue, je vais reprendre exactement les planches de sapin de 20 mm, espacées de 30, je vais faire ces essais-là, je prendrai du 6,35 et du 7,65 et du 22 Longrive pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est pistolet à répétition automatique, donc là il y a un petit souci, c'est bien du semi-automatique. Le français, dépôt de brevet en 1913, première mise sur le tarif album 1914, le premier sur le tarif album de 1914 apparaissent ces trois pistolets qui sont ici. Jusqu'en 1969 en fait, puisque là on a, si vous voulez, une loi qui a été préparée en 1968, tout de suite après mai 68 en fait. Nos gouvernants ont dû prendre peur, à l'époque c'était le général de Gaulle. Bon, c'était pas la révolution de 1789, mais ils se sont quand même dit attention, il y a des armes en circulation dans tous les sens, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. Donc en 1969, il y a une loi qui sort, c'est pratiquement la loi qui est en vigueur aujourd'hui, elle a été remaniée en 1995 et en 2013, mais je dirais que c'est durci énormément, la législation sur les armes, à partir de 69 commence à se durcir, ce qui veut dire que Manu France ne peut plus vendre ses pistolets de la façon dont on a vu tout à l'heure, avec 3 bouts de papier, et ça commence à être je dirais la fin de Manu France en particulier, mais il y a aussi Bayonne qui disparaît, la manufacture de Bayonne. Donc le fait que la législation change, il reste les fusils, il reste les cannes à pêche, les machines à coudre, des trucs comme ça, mais c'est pratiquement la chute des armuriers français qui disparaissent avec la loi de 69. Donc la loi de 69 laissait la possibilité de conserver le 22 Longrive, aussi bien en carabine qu'en revolver monocoup, et en 95 ça a été totalement supprimé, et ça a tellement été supprimé de façon radicale qu'on a supprimé aussi dans les fêtes foraines, tout le monde s'en rappelle, enfin les plus anciens, on a supprimé les bosquettes et les 22 shorts, enfin surtout la bosquette dans les fêtes foraines, dans les foires, pour tirer sur les ballons ou sur les pipes. Donc voilà, ça disparaît à ce moment-là parce que cette loi se durcit. Alors en 2013, la loi a été légèrement modifiée, c'est-à-dire que les détentions sont passées de 3 à 5 ans et les catégories 1 et 4 ont été transformées en catégorie B en fait. On se retrouve pratiquement plus qu'avec une seule catégorie, c'est la catégorie B pour les armes de poing, et enfin toutes les armes de poing en particulier, mais toutes les armes de catégorie B, ça peut être aussi les carabines semi-automatiques, voire les Kalachnikov. Vous pouvez avec une catégorie B acheter une Kalachnikov chez votre armurier. Bon, moi personnellement, ça me passionne pas pour le moment, et puis je vois pas vraiment l'intérêt, et surtout le gros problème c'est qu'il faut trouver un club qui accepte ce genre d'armes. Donc voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec la législation que l'on connaît, que tout le monde connaît. Voilà, donc on se retrouve pour les essais, je vais me remettre dans les conditions de 1950, avec exactement la même présentation des planches. Je vais mettre des tôles ensuite pour voir un petit peu au niveau de la perforation. Voilà, je vous dis à la prochaine.